Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, et encore une fois, nos voeux les meilleurs pour 2023. On sait que c'est pas facile, mais on va essayer quand même parce qu'il a dit que ce n'est pas parce que c'est difficile, nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Nous allons oser, comme le disait Sénèque. Bon retour, maître Patrick Laurent, monsieur Achille Larac, professeur Joseph Harold Pierre, à la seconde tranche de cette émission spéciale rétrospective, mais aussi sur tout bilan et perspective 2022-2023. Je voudrais commencer avec vous, monsieur Achille Larac. Je vous ai posé deux questions, militaires et affaires. Vous répondez d'abord à la question militaire, Oui, votre compréhension, mais rapidement parce qu'il faut passer aux perspectives de 2023. Je ne pense pas que les forces étrangères seront ici vers le 10 janvier ou avant le 10 janvier. Et personne n'a cette précision-là. Madame McCormick a fait une intervention pour laquelle j'ai l'impression qu'elle n'avait pas toutes les informations. C'est simplement un show-off qu'elle faisait pour son électorat. Mais elle n'a pas les informations. À mon avis, ça c'est une affaire personnelle. Mais je ne pense pas que nous aurons une force d'ici le 10 janvier. Et je ne vois pas, là, enfin, du point de vue haïtien, la nécessité d'en avoir avant ou après le 10 janvier. Je ne vois pas pourquoi la date butoir du 10 janvier existe. Et nous aurions dû déjà l'avoir et depuis longtemps, mais je ne comprends pas. C'est-à-dire, cette fourchette qu'on dit du 10 janvier ressemble plutôt à une affaire de divino et des choses comme ça. Moi, au lieu de parler du Parlement. Bon. C'est votre compréhension là-dessus. Je vous prends rapidement sur ce point, professeur Joseph Harold Pierre, 10 janvier ou avant, mission militaire. En fait, non, ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas de sens le 10 janvier. Tout d'abord, aucune des conditions n'est encore réunie pour une intervention militaire. Bon, d'ailleurs, mon point de vue, c'est qu'il n'y en aura pas. Mais tout d'abord, il faut qu'il y ait, ça doit être approuvé par le Congrès, par exemple, dans le cas américain. Il faut qu'il y ait aussi un large consensus en Haïti, c'est une condition nécessaire. Donc, on n'a pas encore les conditions. C'est-à-dire, le 10 janvier, ça ne fait aucun sens. Mais je ne pense pas, bon, mon point de vue, c'est qu'il n'y aura pas d'intervention militaire pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Bon, contrairement, bien sûr, à M. Lara qui pense qu'il y en aura. Donc, c'est ça. Mais le 10 janvier, non, ça n'a pas de sens. Bon, pour une fois, vous voulez dire un petit mot sur la mission militaire avec Patrick Laurent avant de passer aux réponses, ou à la réponse des deux petites questions que vous allez laisser. Mais moi, comme citoyen de la société, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de travail. Donc, il revient aux autorités de nous donner de sécurité, donc avec ou sans intervention militaire. Donc, je n'ai pas l'état d'âme. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la paix dans la cité. Attends, les questions qu'on vous a laissées comme des devoirs à remettre. Bon, alors, on parle de dossier du président, de l'assassinat du président. 5 juges déjà, on est au niveau de l'instruction. C'est le début de toute une procédure judiciaire. Parce qu'au fait, même si le juge d'instruction aurait rendu son ordonnance, à ce moment-là, les parties ont des voies de recours. Pour interjeter appel ou cassation, etc. Donc ça veut dire que nous sommes à un début de la procédure, je dirais. À moins que les parties vont dire, bon, quelle que soit l'ordonnance rendue par le juge, on va exécuter, on va tout de suite au jugement. Et bon, alors jusqu'à présent, le juge continue. Et le premier délai de 3 mois est arrivé à expiration. Le doyen, donc il a produit une demande de prorogation de délai. Donc on va voir si dans 6 mois, il aura le temps de terminer. Mais perspective rapidement, c'est si on devrait avoir un procès avec les voies de recours, etc. Donc on sera là pour 2024 ou 2025. L'autre question, c'était maintenant, pour l'assassinat du bâtonnier, le premier des avocats a tombé et sans juge d'instruction sur le dossier désigné. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de juge maintenant qui est en train d'instruire cette affaire. Nous sommes toujours au point zéro. Parce qu'en fait, il y a au moins 2 ou 3 juges qui se sont passés sur le dossier. Et puis on attend. Donc ce qui veut dire, ce sont 2 dossiers qui défraient la chronique. Le bâtonnier, le premier des avocats, tombé, assassiné. Pas de décision presque déjà après 2 ans. Même l'instruction n'est pas encore terminée. Et le président de la République, le premier citoyen, la personne, le citoyen qui a plus de sécurité dans la ville, est assassiné gentiment chez lui, seul. C'est pas bizarre. Bon, je ne sais pas si le militaire peut avoir
Compréhension là-dessus. Oui, c'est là-dessus, mais je ne comprends pas quelqu'un qui est le plus sécurisé. Le plus sécurisé de la nation et puis qui a pu tomber chez lui seul gentiment. J'aime bien l'image que nous faisons, que vous nous soulignez surtout. Le premier des citoyens, le président, tombé sur des balles, on ne sait pas comment, en tout cas, il est mort, assassiné. Le premier des avocats. Oui. Qu'est-ce que ça vous envoie? C'est une peut-être question. Il y a l'autre élément de la question, c'est sur l'enquête qu'allait faire le gouvernement, des informations que le gouvernement allait demander. Alors, la première chose... Mais je vous laisse avec cette réponse, mais là, je vous demanderai une compréhension partagée. Vous aussi, professeur Joseph Arlon-Pierre, le premier des citoyens assassinés chez lui, selon les informations, et le premier des avocats de la République en ce sens, c'est... Ah, c'est chez lui aussi. Chez lui aussi. Pour moi, c'est la justice quelque part. Je vous laisse répondre rapidement, mais vous avez 30 secondes. Pour moi, c'est la justice quelque part et la sécurité, c'est-à-dire qui sont sur la table. 30 secondes, professeur Joseph Arlon-Pierre. Pour moi, cela veut dire ce que je dis depuis quelque temps, l'inexistence totale de l'État en Haïti. Pas l'État de droit, tout court, de l'État en Haïti. Donc, l'État, c'est avant tout la sécurité. Donc, l'État se fonde avant tout sur la sécurité comme raison d'être. Donc, on est dans une situation de pré-politique en Haïti. Donc, l'État n'existe pas du tout. Et les gens doivent en être conscients. Sinon, on va se faire tuer en Haïti, on va se faire assassiner. Si on pense qu'il y a la police pour nous sécuriser, qu'il y a l'État qui nous défend, c'est que l'État n'existe pas. Merci beaucoup, professeur Joseph Arlon-Pierre, sur cette compréhension, je dirais compréhension choc ou compréhension choquante de l'affaire. Monsieur Ashley Laracq, le président et le bâtonnier, tués presque dans moins d'un an, quelque chose comme ça, ou dans environ un an. Oui, environ un an. Oui, et puis à proximité l'un de l'autre, parce qu'ils habitaient dans la même zone. Oui, l'autre image, Pèlerin-Saint. Eh bien, je ne vais pas interpréter ce qu'il y a, c'est quelque chose d'absolument inacceptable, d'une part, et il y a tellement de théories qu'on peut développer là-dessus, mais il y a surtout une chose, c'est que si nous, citoyens, nous acceptons que ça ait eu lieu sans que nous ne demandions des explications correctes, sinon justice, pas pour eux, mais pour la nation, c'est que nous ne méritons pas d'être une nation. Et je terminerai pour dire que heureusement que la première femme, puisque Mme Odette Roy-Fonboin est en 105 ans, était la première femme, est-elle morte dans son lit sans aucun problème. Heureusement. C'est-à-dire qu'il y a des morts ordinaires qui puissent frapper les gens en ce sens-là. Vous ne vous exprimez pas encore, mais particulièrement sur cette préoccupation. Bon, oui, c'est... Au-delà de l'avocat que vous êtes, mais, oui, mais alors, là, je pose la question aux citoyens. Quand on parle d'avocat, il faut qu'il y ait un État, comme disait le professeur Arlon-Pierre. S'il n'y a pas d'État, quelle est la raison d'être d'un avocat? Parce qu'au fond, nous sommes le porte-parole du justiciable auprès d'un État, auprès d'un pouvoir de l'État, d'un grand pilier de la justice. Donc s'il n'y a pas d'État, à ce moment-là, il faut reconstruire l'État pour donner à l'avocat sa raison d'être. C'est ce qui arrive. Parce qu'au fond, alors si on parle tout ce qu'on dit là maintenant, voilà, pour commencer cette émission, je vais dire où est le droit? Et dans tout ce débat-là, la préoccupation n'est pas le droit. Les avocats n'ont pas consulté, n'ont pas été consultés. Donc on n'a pas besoin de cela. Vous êtes même le palais de justice n'existe pas. Non, on n'a pas besoin de cela. Maintenant, pour revenir, parce que chaque personne avait 30 secondes pour réagir, c'est une réaction presque personnelle, mais aussi et surtout émotionnelle, parce que la chose est choquante, comme on le sait. Revenons à cet autre élément des deux questions, mais à cette autre question. Le gouvernement qui reste informé sur les dossiers de personnalités sanctionnées pour le suivi. Écoutez, si on veut être sérieux, c'est pas vrai, et il y a des sanctionnés. À partir d'une résolution des Nations Unies, l'État haïtien n'a pas demandé aux pays amis de donner des informations. Adoptez la résolution vous-même, publiez la résolution au niveau du moniteur, et maintenant, instruire les institutions placées pour ça, pour mener des enquêtes. ULCC, UCREF, la justice, voir est-ce qu'il y a matière véritablement. Maintenant, dans le cadre de l'entraide judiciaire,
Si vous ne trouvez pas des informations chez vous et que les étrangers possèdent ces informations, on peut les demander. OK? Mais maintenant, s'il arrive au niveau judiciaire que les étrangers maintenant prennent des sanctions et saisissent la juridiction judiciaire de leur pays, à ce moment-là, on ne peut pas juger, on ne peut pas poursuivre une personne pour une même cause devant deux juridictions différentes, que ce soit international ou national. Donc ça veut dire que si l'État est sérieux, puisque c'est pour nous qu'on avait adopté théoriquement la résolution, vous-même faites comme Canada et Grande-Bretagne, en Conseil des ministres, adopter cette résolution et publier la résolution au niveau du moniteur, que ça devient opposable aux citoyens haïtiens. Alors, il faut dire, bien comme il n'y avait pas le Parlement, on ne va pas ratifier, etc. Donc, on publie ça, puisqu'on peut le faire facilement. Et le 10 janvier, il y en aura plus, peut-être. Alors, c'est insolite, mais on le fait. Et publié dans le moniteur, à ce moment-là, c'est un document. Maintenant, l'État haïtien, à travers ses institutions, va enquêter pour voir est-ce que M. X et Y a de quoi reprocher, est-ce qu'il a financé vraiment les gangs, est-ce qu'il y a eu des cas de corruption, des cas de trafic illicite, etc. Parce que qu'est-ce qui arrive? Les fonds qui sont gelés ne sont pas retournés à Haïti. Je suis désolé. Les fonds seront gardés par ces pays-là. Donc à ce moment, ils font leur affaire. Et quel est l'intérêt d'Haïti dans tout ça? On est très heureux, peut-être que dans la communauté, oui, on a sanctionné X, on a sanctionné Y. Peut-être que sur le plan politique, c'est un acteur en plus out, hors jeu, out of the game. C'est-à-dire, en guise, au lieu d'en rire, il faudrait en pleurer. Mais comment je ne comprends pas. Comment un pays étranger, théoriquement, si nous sommes un pays, et puis sanctionne votre ministre de la Justice, n'a même pas un mois. Et vous attendez, vous allez demander à ce pays-là l'information sur votre ministre de Justice? Bon, je ne suis pas là. Maintenant, on passe au deuxième élément de... Le secteur des affaires. Écoutez. Bilan d'abord, et puis... Mais sur cette réaction, cette grande lettre, vraiment grande, mais avec beaucoup d'autoflagellation, on peut le dire comme ça. Oui, au fait, c'est une autoflagellation que le secteur des affaires a faite. Mais je crois que mon secteur a commis une erreur. Dire que vous allez collaborer avec l'État, c'est aussi nier que l'État est un État en faillite. Puisque d'un côté, vous ne pouvez pas essayer dans d'autres documents ou d'autres choses justifier les mauvaises décisions que vous avez prises par l'absence de l'État, l'absence d'accompagnement de l'État, et aujourd'hui dire, OK, pas un problème. Nous allons supporter l'État, nous allons contribuer à l'État. Payer les taxes, etc. Sachant que l'État n'est pas en mesure, ou n'a ni les compétences aujourd'hui, à partir de ses représentants, pour faire grand-chose pour la population. Et vous devez à qui, en tant que secteur privé? Vous devez à la population. C'est elle qui consomme vos biens. C'est à elle que vous devez le respect. Et c'est de cette population dont vous avez peur aussi. Donc, l'ingénierie sociale qui a été négligée en Haïti depuis tout le temps, je souhaite que le secteur privé en a compris l'importance. Puisque je prends des exemples très simples. La République dominicaine, comme les États-Unis, c'est-à-dire la Floride par exemple aux États-Unis, n'ont pas été développés, n'ont pas évolué. Ils sont arrivés là où ils sont comme secteur extrêmement développé par hasard. C'est parce qu'ils ont accueilli leurs sanctionnés, si on peut dire, avant qu'ils ne le soient. Mais que même ces délinquants avaient eu l'intelligence chez eux d'investir. À la maison. La République dominicaine a été construite par des fonds de drogue dealers, de contrebandiers de toutes sortes, et de vagabonds de tout azur qui se sont rangés en faveur de leur pays, qui n'ont pas été le faire pour les faire. À ce moment, le pays bénéficiaire
à protéger ces individus en quelque sorte, et parce qu'ils facilitaient le développement de chez eux. Ici, même nos drogue dealers n'ont jamais rien investi en Haïti. Messieurs n'ont pas fait rien du tout. Notre secteur privé, en dehors, je parlais des drogue dealers, mais notre secteur privé maintenant, qu'est-ce qu'il a investi en Haïti? Dire que vous donnez du travail à 1000 personnes n'est pas une excuse, puisque le profit est évalué suivant le nombre de travail que vous créez. Sur chaque individu auquel vous donnez du travail, vous faites un profit sur le travail. Donc ça ne fait que faire votre affaire, quelque si part. vous avez 10 000 employés, c'est que votre profit n'en est que plus juteux. Donc ce n'est pas une excuse. Maintenant, l'investissement que vous devez faire, c'est de pouvoir créer dans l'environnement des œuvres qui puissent pérenniser votre existence. Ce qu'on appelle en politique, c'est faire du social. Pas pour en dire du mal, pas pour en dire du mal. Je suis très fier de la réaction de la directrice de Barbancourt. Je suis très content de ce qu'elle a écrit par rapport. Mais je vais lui dire aussi, qu'est-ce que vous et moi nous devons à Barbancourt en tant qu'Haïtiens? Rien. Nous ne devons rien à Barbancourt. Parce que si Barbancourt décide de fermer ses portes demain, il n'y a rien en Haïti. Il n'y aura aucune trace de Barbancourt en Haïti. Il n'y a pas un livre sur la canne à sucre qui soit écrit ou financé par Barbancourt. Il n'y a pas une promotion de la faculté d'agronomie qui a été subventionnée ou parrainée par Barbancourt. Il n'y a pas une porte à la faculté d'agronomie qui soit marquée Barbancourt. Il n'y a pas un musée de la canne qui soit Barbancourt. Donc, après 150 ans d'exploitation dans le bon sens de la canne à sucre, je ne peux aller demander à Barbancourt aucune information sur ce qui était l'existence de la canne à sucre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Je parle de Barbancourt comme exemple, c'est parce que j'aime beaucoup Barbancourt, j'insiste. Cependant, Et on en boit. il n'y a aucune entreprise haïtienne à avoir fait. Vous prenez toutes les boissons gazeuses. Écoutez, il y a à peu près 10 ans de ça, l'Arco, qui avait 75 ans d'existence, le pôle à l'Arco a fermé ses portes, avec 2500 emplois perdus, directs et indirects. Il n'y a pas eu une ligne dans les journaux ou dans les nouvelles à parler de 2500 emplois perdus. Personne, la nouvelle génération ne connaît pas l'Arco. Pourtant, c'est une industrie qui avait 75 ans qui existait. Mais s'il y avait une école l'Arco, s'il y avait une université l'Arco, on s'en serait souvenu jusqu'à présent. Peut-être l'institution ne fermerait pas ses portes non plus. Dans les autres pays, en France, quand une usine décide de fermer ses portes, l'État vient à la rescousse dire que non, vous ne pouvez pas perdre l'emploi. La mairie de la zone vous dit que non. Écoutez, nous allons faire survivre cette entreprise-là. Mais ici, les emplois se perdent et personne ne dit rien. L'ingénierie sociale n'est même pas quelque chose de pensé en Haïti. Les profits sont cumulés par des individus ou des secteurs et ne sont pas réinvestis. On aime bien le bilan que vous dressez et du secteur privé des affaires de manière globale, et M. Achille Larac. Mais l'autre cerise sur le gâteau, c'est que 3 des personnalités sanctionnées sont des personnes, font partie des personnes les plus importantes sur le plan économique en termes d'affaires en Haïti. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, écoutez, il y a encore, du point de vue du droit, je ne peux pas me prononcer puisque je n'ai pas de choses concrètes à dire. Au moins même le message d'image, par exemple. Non, pour l'image, c'est à cause d'une absence d'ingénierie sociale que l'international s'est permis de le faire. Si ces individus sanctionnés qui représentaient ces individus avaient une présence sociale, si leur industrie avait une présence sociale dans le pays, ça aurait été tout autre chose. Imaginez que vous voulez fermer Digicel avec ces 120 écoles construites. Vous allez avoir un soulèvement si vous fermez Digicel demain matin. Parce qu'il y a 120 écoles qui sont en train d'administrer. Donc, ce n'est pas une plaisanterie. Mais quand vous parlez d'individus, même quand vous essayez de parler de groupe, c'est très certain un individu, on en retrouve toujours un. Ou une famille. Il n'y a rien que le pays doit à ces familles-là. Si on n'accepte toujours pas la création d'emplois comme une excuse. Il y a l'autre question que j'allais poser, M. Achille Larac, c'est que quelque part, il y a des gens qui pensent que le secteur privé
à travers cette grande lettre, cette belle note, fait un aveu. Ah oui, effectivement, il n'y a pas des gens qui pensent. Le secteur privé sait qu'elle a fait un aveu. Elle le sait, puisqu'on ne peut pas écrire avoir signé quelque chose, et je ne pense pas que les gens qui ont signé soient des gens bêtes. Ils ont fait un aveu. Et cet aveu a été dicté par quelqu'un d'autre, très probablement, mais c'est certainement pas quelqu'un ayant une écriture très fine qui l'a faite. C'est un aveu grossier et inutile, puisque je ne pense pas, il n'y a pas de secret en Haïti finalement. Donc quand vous dites que dorénavant vous allez supporter l'État, je me demande ce que vous faites. Dorénavant veut dire que le jour d'avant, vous n'avez rien fait. Donc n'importe quel avocat, à mon avis, je ne me permets pas, je ne suis pas du droit, mais n'importe quel avocat débutant aurait pu prendre cette lettre et traîner en justice tous les signataires. Vous êtes de cet avis, Maître Patrick Laurent? Je vais revenir à vous, professeur Joseph Harold, on ne vous a pas oublié. Écoutez, moi je crois, honnêtement, que le secteur privé a pris un sérieux coup. Nous, les petits commerçants, les petits industriels, nous avons remarqué, et nous avons, moi, j'ai pu avoir la confirmation de la fragilité de ce secteur, puisque les Vicini, en République dominicaine, on ne saurait tuer cet empire simplement avec une sanction internationale. Il faudrait bien plus que ça. Et donc nous avons compris la fragilité de ce secteur, puisque tous les gros représentants se mettent à table et décident très rapidement sur l'empressement du blanc, de le voir négocier, de signer un accord très rapidement. J'ai rarement vu des gens aussi puissants. Je voudrais dire quelque chose. Bon, là, on vous accorde la parole, professeur Joseph Harold Pierre, mais on ne vous a pas oublié, ne vous en faites pas, mais allez-y. Oui, voilà. Donc, j'ai bien aimé l'intervention de M. Larac, mais ce que je voudrais dire, c'est que le problème, c'est qu'en Haïti, un concept que j'ai toujours utilisé depuis très longtemps, il n'y a pas d'élite en Haïti. Il n'y a pas d'élite économique, il n'y a pas d'élite politique, il n'y a pas non plus d'élite intellectuelle. Un secteur privé a bien sûr ses responsabilités sociales, mais un secteur privé est structuré, n'est pas du tout atomisé, en vue et participe au développement du pays. Mais c'est une affaire qui est très bien planifiée, qui est très bien pensée. Et ce que nous avons en Haïti, c'est plutôt des gens qui sont, à mon avis, en conflit les uns contre les autres. C'est une structure, c'est un secteur totalement atomisé. Et je ne pense pas non plus qu'il y ait un projet de développement du secteur privé par ces hommes et ces femmes. Petite information, ils disent s'entendre désormais. Non, mais ça ne veut rien dire. Ils disent s'entendre, ça ne veut absolument rien dire. C'est pour vous dire que ce n'est plus atomisé, c'est-à-dire émietté où chaque personne... Non, mais écoute, ça ne veut... J'ai publié un petit texte sur le Novelis pour dire au secteur privé, il faut attendre que passe l'ouragan des sanctions. Donc, cette décision, cette approche devrait se faire à la fin des sanctions. Disons d'ici 1 an, 2 ans, le secteur privé, après que le bon grain se sera séparé de l'ivraie, donc c'est à ce moment-là que le secteur privé pourra prendre, à mon avis, cette décision. Mais pour l'instant, c'est une affaire qui me paraît opportuniste et ça, c'est pas du tout moral de mon point de vue. Mais en fait, le problème, c'est que dans les autres pays, en Amérique latine, que je connais assez bien, il y a une élite économique. En Haïti, ce qu'on n'en a pas. Donc, c'est ça. Vous avez un dernier mot, peut-être, pour continuer avec le professeur? Ah non, le professeur est exactement dans la même ligne que moi. Il n'y a pas d'élite économique, j'en conviens. Il n'y a pas d'élite intellectuelle, j'en reviens aussi, parce qu'ils sont aussi atomisés que le secteur privé des affaires. Et il n'y a pas d'élite politique, puisque nous avons vu l'absence des partis politiques dans tous les débats qui sont là. Et il n'y a même pas... Bon, de toute manière, il n'y a pas d'élite, point, puisqu'il n'y a aucune association ou regroupement à payer ses cotisations. Il faut admettre que même les chambres de commerce ont très peu de cotisations payées régulièrement. Donc nous avons... Les commerçants ne payent pas. Non, les seuls... Mais dans les équipes de football, vous avez 5 personnes qui cotisent. C'est pour ça que le ballon appartient toujours à celui qui donne le plus d'argent dans l'association. Fâché, le secteur privé... ballon, non, le secteur privé, c'est la même chose.
les associations, les syndicats. Vous pensez qu'il y a 10 personnes qui cotisent dans les syndicats? L'international subventionne les syndicats, mais personne ne va payer cotisation. Donc les syndicats sont des syndicats à propriétaires, le secteur privé a des propriétaires, les partis politiques ont leurs propriétaires, l'État maintenant a son propriétaire. Celui qui distribue le plus d'argent devient le plus gros propriétaire. Donc j'espère qu'Ariel saura en distribuer beaucoup. C'est comme le chef du ballon. C'est exactement ça. Donc c'est une société que nous devons reconstruire. Il faut repenser le secteur des affaires. Et moi, j'estime que 2023 devrait consacrer la refonte, j'espère, sinon la création de nouvelles chambres de commerce, plus jeunes, de représentation de la société civile plus dynamique, plus respectueuse. J'aime bien si vous voulez, ce que vous faites. Nous commençons déjà dans les perspectives. Mais, professeur Joseph Harold Pierre, après M. Achille-Larac, vous avez le temps de parler de la résolution 2653, certainement, qui devrait être implémentée selon des membres de l'international à partir de janvier. Et l'ambassadeur français en Haïti le disait, il y a une liste noire contenant des gens peu fréquentables, des affaires et de la politique en Haïti. Donc, cette liste devrait être publiée bientôt. Encore en parlant de la résolution 2653. En fait, moi, ce que j'en pense, pour moi, c'est très, très, très positif, les sanctions. Pourquoi? C'est pas du point de vue juridique comme pour faire référence à l'intervention de M. Laurent, de Maître Laurent, c'est du point de vue politique. Pour moi, c'est très, très, très important parce que les sanctions vont aider, à mon avis, à l'émergence d'une nouvelle classe politique. Il est pour moi presque certain, vu que l'international est l'acteur principal du jeu politique haïtien, il est presque impossible qu'un sanctionné puisse se porter candidat à un poste électif en Haïti. En Haïti? Bien sûr. Donc, pour moi, ça va être difficile. Pourquoi? L'État haïtien ne prend aucune mesure, ne prend aucune décision contre les sanctionnés internationaux. Mais, qui est le plus influent dans la politique haïtienne? C'est l'international. Donc, si l'international sanctionne un Haïtien, donc, cette personne se porte candidat et gagne les élections, eh bien, pour question de morale politique internationale, l'international peut mettre à la quarantaine ce président, par exemple, ou ce gouvernement. Donc, l'influence politique de l'international en Haïti laisse croire que les sanctionnés, il leur sera très, très, très difficile à les sanctionner de se porter candidat en Haïti. Donc, cela veut dire qu'il va y avoir l'émergence, pour ce dont je parle depuis quelque temps, l'émergence d'une nouvelle classe politique en Haïti. Et quant au secteur privé, je pense aussi que les sanctions vont aider aussi à la reconfiguration de ces secteurs privés, ce qui est pour moi fondamental. Maintenant, que devrait faire le secteur privé? Le secteur privé en Haïti supporte, finance, soutient, disons, la classe politique. Mais qui on supporte? C'est les corrompus, c'est les ignorants, c'est les délinquants, etc. Mais il faut maintenant que le secteur privé, je pense que le secteur privé qui dit dès maintenant qu'il va collaborer avec l'État, qu'il va plus frauder, mais ce que devrait faire le secteur privé par rapport à la classe politique, c'est d'aider à l'émergence de gens compétents, sérieux, patriotes, pour qu'il y ait une nouvelle classe politique. Parce que tout, d'une certaine mesure, en Haïti, dépend de la classe politique. Il faut qu'il y ait une autre classe politique pouvant négocier avec l'international, pouvant mettre les conditions pour que le secteur privé évolue normalement en Haïti et qu'il y ait aussi des investissements directs étrangers. Voilà où devraient aller les idées ou l'orientation du secteur privé haïtien. Merci à partir beaucoup. de 2023, pour aller dans la logique de M. Larac. Merci beaucoup, professeur Joseph Harold Pierre. Maître Patrick Laurent, vous avez une réaction. Il y a un danger dans le discours autour de la table. Parce que la politique doit être encadrée par le droit. Il ne faut pas que ça passe quand l'international sanctionne et puis c'est fini. Est-ce qu'il n'y a pas de marge d'erreur d'arbitraire? Parce que ceci est très important. Parce que quand on dit que il faut avoir, les sanctionnés vont avoir une autre classe politique, mais on ne peut pas avoir une autre classe politique en faisant des abus.
des actes arbitraires. Parce qu'aujourd'hui, c'est X, demain matin, ça peut être un d'entre nous. Et c'est à ce moment-là, à partir de ce discours-là, et parce que l'international sanctionne, c'est sur le point de vue politique et que c'est correct, et puis quand c'est moi, quand c'est nous. Non, alors, il faudra qu'on soit sérieux aussi. Il faut qu'on... Attendez, professeur Joseph Parole-Père, on va vous donner la parole parce que il faut qu'on soit, si vous le permettez, Maître Patrick Laurent, on est dans deux champs particuliers. Vous avez parlé, vous l'avez précisé, politiquement. Maintenant, Maître Patrick Laurent est en train de faire un point juridique, de droit. C'est-à-dire qu'on va lui donner le temps de s'expliquer, de s'exprimer. Et tout de suite, si vous avez une réaction, comme nous l'avons dit, politique, vous pourrez la faire. Que ce soit le droit international ou le droit national, la politique doit être encadrée par le droit. C'est pas parce que les États-Unis disent des Augustes est sanctionné, et puis maintenant des Augustes doivent mettre à l'écart, c'est fini. Mais c'est un grand danger, c'est grave. Je pense qu'il faudrait voir. Et c'est pourquoi l'État haïtien doit entrer dans la question. Est-ce que ce sont des véritables sanctions? Est-ce que ces gens-là méritent d'être sanctionnés? Est-ce qu'il n'y a pas des cas d'abus? Parce qu'on reste, on te dit, est-elle est sanctionnée et puis c'est fini. Je pense qu'il faudrait, c'est un mauvais combat si on le fait comme ça, parce que si on le fait par exemple, il y avait un ancien Premier ministre qui a été interdit d'entrer aux États-Unis. Il est pire maintenant, pas aux États-Unis, au Canada. Comme c'est un personnage public, c'est Jacques-Édouard Alexis. Et que maintenant, qu'il n'est pas sur cette piste-là, il est devenu blanc comme la neige. Non, je pense qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus sérieux avec ce pays. Merci beaucoup, Maître Patrick Laurent, pour cette... Je voudrais réagir. C'est sûr, professeur Joseph Parole-Père, vous allez réagir. Mais je vais, comme modérateur, partager ma compréhension. Vous êtes dans un domaine très précis, la politique, qui est plus ou moins flexible aussi, mais dynamique, et vous l'avez bien dit. Maintenant, Maître Patrick Laurent, qui est dans un autre domaine précis, mais aussi formel, comme la politique, qui dit tout fait avancer doit être prouvé. C'est peut-être ça. Et ma compréhension comme votre premier auditeur. Sur la liste, et puis tout le monde va dire bravo. Là, je partage ma compréhension comme votre premier auditeur, mais vous avez la parole quand même, messieurs. Voilà. Je partage le point de vue de Maître Laurent. C'est un domaine, là, c'est de l'ordre du formel. Oui. Mais en Haïti, la justice n'existe pas, la justice ne fonctionne pas. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième, un fait certain est que la classe politique haïtienne est majoritairement corrompue. Pourquoi? Transparency International. Pourquoi? Les indicateurs de la gouvernance de la Banque mondiale, dans tous ces indicateurs, Haïti a obtenu au cours de ces 20 dernières années moins de 20 sur 100. Et en termes d'efficacité gouvernementale, 8 sur 100. Pourquoi? Dans tous les pays de l'Amérique latine, la plupart, qui sont de loin moins corrompus que nous, il y a des politiciens emprisonnés pour corruption. Il n'y a jamais de cas enregistré en Haïti. Qu'est-ce que cela veut dire? Même si l'idéal pour moi, c'est que la justice haïtienne suit son cours et prend les mesures ou suit les procédures nécessaires pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes-là qui ont été sanctionnées par l'international. Cependant, la justice ne fonctionne pas. Ce que je pense, c'est que la plupart des gens sont sanctionnés de façon générale, ont une certaine responsabilité dans la situation du pays. Maintenant, l'idéal serait d'avoir, je dirais, 100% avoir toutes les personnes qui ont été sanctionnées, que la justice haïtienne fasse son travail, mais cette justice n'existe pas. Donc maintenant, ce qui nous reste, c'est l'élément politique. Avec le renouvellement de la classe politique, parce que la plupart des gens qui ont été sanctionnés, ce qui est certain, c'est que c'est des gens réellement corrompus, ou du moins ceux qui agissent en connivence avec les gangs. Donc maintenant, la nouvelle classe politique fera fonctionner la justice, et à ce moment-là, quand ces mêmes cas se présentent, espérons qu'ils ne se présentent plus, quand ces mêmes cas se présentent, la justice haïtienne pourra agir comme le souhaiterait Maître Laurent. Mais pour l'instant, la justice ne fonctionne pas. C'est naïf
de penser que la justice pourra assurer le suivi à ces cas-là. Donc, on est maintenant plutôt dans le domaine de la politique. Eh bien, la conséquence politique sur ces gens qui ont été actionnés va faire en sorte qu'il leur sera très difficile de se porter candidat, par exemple. Et il va y avoir une nouvelle classe politique. Et ça peut aider aussi à la reconfiguration du secteur économique en Haïti. Donc, voilà ce que je pense, parce que dans l'ordre total du formel, dans ce contexte-là, je ne pense pas que ça va aider en Haïti. Merci beaucoup, professeur Joseph Harold-Pierre. La question, c'est très important. On parle de l'État, qu'elle soit politique ou juridique. Qui vous dit que ces gens sont sanctionnés, méritent d'être sanctionnés? Et qui vous dit ceux qui ne sont pas sanctionnés ne le mériteraient pas. Ne le méritaient pas. Donc, alors, ce moment-là, il faudrait, quand on parle de nation, c'est très important. Quand on dit le droit en cas de tout, c'est en vertu d'une résolution. On parle de droit international. Sur quoi se base-t-on pour le faire? Pas parce que je voudrais me débarrasser de compétiteurs politiques, ou bien je voudrais me débarrasser d'une génération pour que ma génération monte. Parce que bateau qui bat chien blanc, il peut battre chien noir. Parce qu'il faut être très sérieux dans cette situation. Monsieur Achille Larac, j'aime bien les échanges et surtout les domaines qui, si nous voulons confronter là, la politique et le droit. Mais la politique, un cadre de droit, c'est l'une des dernières paroles de mon frère Guy Laurent. Oui. La politique est encadrée par le droit. Maintenant, on se souvient aussi de cette déclaration qu'a faite le conseiller du président de la République pour dire que la politique tient le droit. Et c'était avant la mort du président et le reste, c'est l'histoire. Vous comprenez? C'est juste pour citer, pas pour corroborer, mais pour citer, pour rappeler d'autres déclarations, tout simplement. Monsieur Achille Larac, vous avez une réaction sur ce point? Ce que je comprends dans la réaction de M. Loin, et je le conçois très bien, je suis d'accord avec, si nous commençons par des vœux de reconstruction de cette société dans tous les domaines, et que nous ne nous attelons pas à respecter l'essentiel qui est le droit, nous allons commettre une grave erreur. Il est important que toute la société cesse de se mobiliser sur des rumeurs ou des présomptions et que nous prenions notre responsabilité et jugions, réclamions un jugement des individus qui ont été indexés aussi. Il se peut bien que la traduction faite de l'implication d'un des individus ayant été indexé ne soit pas exacte. Un individu indexé pour avoir financé des gangs peut indirectement, sans le savoir, avec des sous-fifres ou des agents qu'il a, avoir pensé financer un développement communautaire et brusquement il se retrouve à avoir développé un gang avec l'intervention. Nous devons pouvoir. Si un pays ne peut pas défendre ses citoyens ou les condamner, nous cessons d'être un pays. Si nous cessons d'être un pays, on n'a même pas besoin de prétendre être un État. Donc, je ne vais pas faire de... Je suis totalement d'accord. Oui, le professeur Pierre dit être d'accord totalement. Ok, là, on va passer à un point important. La seule chose, c'est que tout cela présuppose l'existence d'un État et l'existence d'un système judiciaire. On n'adopte pas l'État, on n'adopte pas non plus ce système judiciaire. Donc, il n'y a pas moyen de faire ce travail. Sur ce, professeur Joseph Harold-Pierre, nous vous passons la parole pour la perspective. Nous vous passons la parole pour commencer avec nous et c'est vous que nous choisissons, comme je viens de le dire. Perspective 2023, on vient de faire le bilan, les rétrospectives, maintenant les perspectives, selon vous. Là, vous pouvez intervenir, rappelons-le, et sur la politique, et sur l'économie, c'est-à-dire les affaires, et sur la sécurité, et globalement sur la justice. C'est-à-dire, vous avez 1 minute pour la perspective. Voilà. Perspective 2023, bon, on le sait, on va voir ce qui ne va pas marcher, ce qui va marcher. L'État n'existe pas, et l'État va continuer à ne pas exister en 2023. Tous les systèmes, bien sûr, la police, la justice qui n'existent pas. Maintenant, en ce qui concerne l'économie, ça ne va pas marcher non plus parce qu'on n'aura pas, le problème de la sécurité ne va pas être résolu. Et quand j'ai vu les dernières décisions prises par le gouvernement russe, spécialement par Poutine, de empêcher, prohiber la vente de carburant à certains pays qui ont un plafond dans les prix,
Et si on tient compte aussi de, en fait, l'absence de production en Haïti et en conséquence d'exportation, donc on va avoir encore une dépréciation considérable de la gourde. Et la diaspora qui nous envoie des fonds, qui a eu les transferts de la diaspora ont eu une réduction de 6,6% cette année, au cours de l'année fiscale. Eh bien, je pense que la contraction peut être moindre, mais c'est pas, suivant la projection que j'avais faite, pour l'année prochaine, il va y avoir une augmentation de 1% des transferts, et c'est pas encore évident, vu que la Russie prend de nouvelles décisions qui vont affecter le marché du travail aux États-Unis. Maintenant, élection. À mon avis, il n'y aura pas d'élection en Haïti, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Il n'y aura pas non plus d'intervention militaire pour les raisons que j'ai évoquées, ça c'est mon point de vue. Mais maintenant, il y a un élément positif. Dans tout ça, il y a un élément positif. Pour moi, c'est que les sanctions vont aider. Malheureusement, il n'y a pas de... L'idéal serait que la justice haïtienne suit son cours et que les sanctionnés soient jugés en Haïti. Et là, il y aura, donc s'il y a des gens qui sont innocents, qui ne sont pas coupables, eh bien que la justice fasse son travail. Mais malheureusement, on n'a pas eu de système judiciaire pour l'instant du point de vue politique. Et vu que, je répète, l'international est l'acteur principal du jeu politique haïtien, les sanctions, tant du secteur politique que du secteur privé, vont avoir un impact positif sur l'avenir d'Haïti. Parce que ça va aider à l'émergence d'une nouvelle. Ça aide. Non, sur le pays de façon générale. Parce que qu'est-ce qu'on veut en Haïti? On veut qu'il y ait la sécurité, on veut que la justice fonctionne, on veut le développement économique. Pour tout cela, il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique capable, qui soit compétent, parce que les gens, de façon générale, les politiciens que nous savons ne sont pas compétents. Il faut qu'il y ait des gens compétents, des gens transparents qui ne sont pas corrompus et des gens qui sont patriotes. Voilà, on a besoin de tout ça. La classe politique qui est là, dont le résultat en termes de corruption, c'est 80 sur 100, en termes de transparence, c'est 20 sur 100. Et avec le niveau de pauvreté que nous avons, c'est une classe politique qui n'a pas donné les résultats. Cependant, peut-être que le politicien le plus sérieux dans le monde, c'est un Haïtien qui vit en Haïti, qui travaille en Haïti. Mais qui n'a pas encore ses chances. En termes de groupe, la classe politique n'a donné aucun résultat. Le secteur privé a atomisé. Il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique, un nouveau secteur privé en Haïti pour aider au développement de ce pays et surtout pour l'intégration sociale comme les pays que je connais en Amérique latine. Merci. Donc, les sanctions vont aider à l'émergence d'une nouvelle classe politique et économique. Voilà. Merci beaucoup, professeur Joseph Arlepierre, de ces perspectives pour 2023. Rapidement, maître Patrick Laurent, et vos perspectives. On a commencé avec vous, monsieur Achille Larac. C'est-à-dire, on va finir avec vous maintenant. Allons-y, maître Patrick Laurent. Alors, il faut dire qu'il faut aller à la reconquête de l'État, à la reconstruction de l'État. Alors, petite précision et petit rappel, vous pouvez intervenir sur la politique, sur les affaires, donc l'économie, et sur la sécurité et sur la justice surtout. Oui, bon, oui. Alors, ce que je dis, c'est aller à la reconquête de l'État, reconstruire l'État, puisque au fait, si on parle, tout ce qu'on est en train de dire là, par exemple, c'est un constat qu'il n'y a pas d'État. Et si on voit ce que le professeur a dit, eh bien, c'est comme le professeur Arlepierre, c'est comme si c'est le Dieu des Blancs. De tout ce que le Blanc a fait, c'est correct, sur les sanctions. Parce qu'il faut bien comprendre, si les sanctions, quel suivi que le Blanc va donner à ces sanctions? Ce n'est pas des sanctions haïtiennes. Ce n'est pas à l'État haïtien de donner des suivis, contrairement à ce que veut faire comprendre le professeur. Le Canada... L'État n'existe pas. Oui, professeur, juste une seconde. Et on laisse parler maître Patrick Laurent. Pardon. C'est certain, parce qu'il faut bien comprendre. Parce qu'au fait, si on veut se dessaisir d'Haïti, qu'on le fasse. C'est-à-dire, si je prends dans le secteur bancaire, si la BRH voit qu'une banque fonctionne mal, comprenne. Mais ne venez pas me dire que
comme c'est des Blancs qui ont pris des sanctions, et puis c'est correct, c'est parfait, et que ça va changer. Non, ça ne va pas changer. Or, ce n'est pas l'État haïtien. L'État haïtien, la justice haïtienne n'est pas le relais, je regrette, des sanctions prises dans un pays étranger. Une sanction prise dans un pays étranger, le relais, c'est la justice de ce pays. À moins qu'il y ait l'entraide judiciaire, c'est l'État haïtien qui vous demande des informations. Mais il faut que les gens ne comprennent pas que le Canada a pris des sanctions, les États-Unis ont pris des sanctions, que l'Haïti fasse le relais. Non. C'est la justice américaine pour ce qui a trait aux États-Unis, c'est la justice canadienne pour ce qui a trait aux Canadiens. Donc, ce qui veut dire, donc il faudrait que ce soit clair. Mais si on veut que le pays soit dessaisi, qu'on le fasse. Mais très bien. Alors, il faut aller à la reconquête, à la reconstruction de l'État haïtien. Quand on parle de l'État haïtien, théoriquement, il y a trois piliers. L'exécutif au niveau de l'exécutif, le législatif au niveau de législatif et le judiciaire. Bon, je dirais le quatrième pilier, la société civile. Parce que je suis très gêné qu'on dise qu'il n'y a pas d'élite en Haïti. Je suis très gêné. Je suis désolé, il y a des élites. Nous devons travailler à renforcer l'élite. Je suis demeure convaincu que H.L. Larac est un membre de l'élite haïtienne. Je demeure convaincu que Harold Pierre est un membre de l'élite haïtienne. Donc ça veut dire que le fait qu'il n'y a pas d'élite, je ne suis pas d'accord. Mais peut-être de toute façon, il faut aller à la reconstruction, à la refondation de l'État. On va le faire avec les élites. Ce n'est pas le peuple qui va le faire. Il faudrait quand même revisiter Jean Prachemans, la vocation de l'élite, pour tirer des éléments d'inspiration, pour reconstruire notre élite. Parce que je demeure convaincu que M. Larac est un membre de l'élite, que M. Harold Pierre est un membre de l'élite. Il faudrait restructurer l'élite, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau judiciaire. C'est comme si on venait me dire là, à l'aube de 2023, il n'y a plus de modèle en Haïti. À ce moment-là, pourquoi les gens, chez eux là maintenant, des millions de téléspectateurs et internautes nous regardent? Nous faisons un constat d'échec. Oh ben c'est fini, fais mon boutique. Non, il y a des gens, il y a des hommes dans ce pays, il y a des femmes dans ce pays qui peuvent reconstruire le pays. Par conséquent, pour moi, il y a de l'élite, même si il y a des choses à faire. Donc, que chaque personne assume ses responsabilités pour essayer de résumer votre compréhension, votre pensée, et Maître Patrick Laurent. Professeur, oui, professeur aussi. Monsieur H.L. Larac. Donc, dites-moi vos perspectives pour 2023. Je suis plus vieux et au milieu de deux. Oui. Et nous la gérons, hein. Alors, ce que Maître Laurent dit est très vrai, ce que le professeur Joseph dit est très vrai aussi. Parole de sage. Il n'y a pas d'élite. De ce point de vue-là, il y a une élite de ce point de vue-là. Mais si nous concevons l'élite comme un regroupement d'éléments élitistes, il n'y a pas d'élite, puisqu'il n'y a pas ce regroupement-là. Ce que le professeur veut dire, c'est que nous avons la tâche ardue de regrouper les éléments qui sont épars maintenant pour constituer cette nouvelle élite. Donc c'est ce que nous devons faire. Mais je crois qu'au point de vue perspective, je fais le vœu pieux que le secteur privé des affaires se reprenne en main et réalise que sans une ingénierie sociale, elle ne va pas aller plus loin que la situation dont elle est là maintenant. Il faut une participation active, tant au point de vue le faire pour la population, ça veut dire que prendre des initiatives en faveur de la population, c'est-à-dire prioriser au lieu d'un billboard à $8 000 ou à $10 000, prioriser la construction d'une école et n'ayez pas peur qu'elle porte votre nom. Tous les pays de la Terre ont leur nom affiché sur les œuvres auxquelles ils participent. Pourquoi est-ce que nous avons peur? Nous ne sommes plus sous le régime des Duvalier. Nous n'avons pas à avoir peur de manquer. Oui, ça c'est l'école H.L. Larac. Oui, ça c'est l'école Intel. Il faut qu'on le fasse. Il faut que la population se rende compte que son élite participe à son développement. Donc l'ingénierie sociale est très importante. Et il faut que le secteur privé s'en rende compte. Et en ce sens-là, si vous me passez un petit mot, M. H.L. Larac, à ce moment-là, on entendrait
de moins en moins parler des membres du secteur privé qui financeraient des gangs, etc. Parce que certains des bandits disent « Ah, mais non, c'est les membres du secteur privé, etc. qui donnent nos armes, côté notaire, pour nous acheter des armes, etc. » C'est-à-dire, si on investit de cette manière-là, au lieu de fournir des armes, on pourrait aider les enfants à grandir mieux. C'est pour essayer de comprendre ce que vous dites. Oui, mais écoutez, il y a des investissements occultes là maintenant. Chaque Haïtien de toutes les familles, ont au moins 2 personnes pour lesquelles ils payent l'école. Chaque Haïtien. J'en ai 7. 2 du côté de chez moi, on vient toujours demander. Mais si, au lieu que je n'envoie 5 à l'école et que Maître Laurent en envoie 4 à l'école, et que M. Awotia, au lieu d'envoyer 6 à l'école, nous mettions ensemble, nous tapons l'école avec un professeur qui t'a coûté moins cher. C'est aussi simple que ça. Oui. Et plus tout le monde t'a bénéficié de lui tout. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas cette intelligence pour pouvoir nous mettre ensemble et créer des choses qui sont valables. Et nous refusons, nous disons toujours, ah, nous faisons tel bagage. Il y a énormément de gens qui ont financé et aidé la police dans différents secteurs. La police dit qu'il n'y a pas de moyens, ils ont baillé la police 27 motocyclettes Pétionville. Un an après, toute motocyclette est dans un taxi moto, parce qu'il n'y a aucune instance légale à pouvoir accepter les motos. Il lui fallu donner officiellement ces motocyclettes à la direction générale. Donc ça n'aurait pas été à la police de Pétionville. Alors que le donateur voulait que ça aille à la police de Pétionville. Mais c'est un acte illégal qu'il a posé. Si ces motos qu'il a données sont repérées dans des... C'est ce que M. Laurent disait, dans des actes de banditisme. Si motocyclette que donateur a baillé la cougnan là, t'es dans taxi moto, c'est lui-même ouais, dans assassinat un tel ou bien un tel crime. Il va remonter sous lui à partir de plaque immatriculation, bien numéro série motocyclette là, et on va vous dire, ce bonhomme a financé les gangs. Alors que son intention initiale, c'est d'aider la police. C'est ce que M. Laurent est en train de dire là. Il y a des gestes qui sont posés qui ne sont pas intelligents. Quand vous donnez des matelas à la police parce que vous aimez la police, vous battez bravo devant poste là, vous faites quoi? La police vous dit, un poste de police vous dit que à nous pas un coup de matelas, vous volez. Si vous êtes en train de nos postes de police, ils volent les matelas. Comment vous policiers ça protéger moi-même? Vous volez les matelas en bas d'eau et vous dites protéger? Ah non, ça ne fait pas de sens. Donc, nous, dans le secteur privé, avons commis beaucoup d'erreurs dans ce sens. Beaucoup d'entre nous, ce sont des acteurs qui ont eu la sensibilité d'aider ponctuellement des choses et qui peuvent très bien être interprétées comme des actes de corruption. Maintenant, nous devons formaliser ces aides-là et les institutionnaliser pour que la population bénéficie. Il faut que si la police de Pétionville reçoive 17 motocyclettes ou 2 motos, que la population de Pétionville, le maire de Pétionville, soit au courant que ces motocyclettes ont été données pour le service, pour servir la population. Autrement, c'est HLA qui baille 2 motocyclettes puis veiller devant porte la caille. Ça ne fait pas de sens. Je suis en train de commettre un acte de corruption. Nous savons que dans la police, il y a des corrompus. Si HLA baille 10 gallons diesel, je dis à la, m'longer le bail policier tel. Si pas malheur pour moi, policier, ça, yo joint un acte de corruption, j'ai financé un gang. Et le pire, si vous n'avez pas votre licence sur vous, ce policier pourra ne pas être en mesure de vous sanctionner. Donc, nous devons pouvoir formaliser les choses, les institutionnaliser. Respectons la loi pour que cette loi permette qu'on nous respecte. Merci beaucoup, M. H. Larac. Vous savez, en temps normal, Métropole devrait vous donner une fière chandelle, parce que vous avez toujours été là avec nous au cours des années précédentes, mais au cours de l'année 2022 surtout. Au nom de Radio et Télévision Métropole, nous vous disons merci. Maître Patrick Laurent, merci beaucoup de toutes ces rubriques et de toute cette disponibilité que vous partagez avec l'auditoire de Métropole, le pays de manière générale, mais avec nous de manière particulière. Merci à vous aussi, M. H. Larac. Vous nous avez donné papier cadeau et cadeau. Là, je vous suis. Et la rebelle, et on rappelle que vous êtes aussi acteur donc, de cinéma. Et pour les jeunes, par moment, et oui, et surtout comédien. Merci beaucoup, M. Joseph Harold Pierre, de votre disponibilité. Et ces remerciements, c'est au nom de toute la direction générale de Radio et Télévision Métropole que nous vous les formulons et que nous vous les envoyons. À chacun de vous, un mot. Vraiment un mot. Un mot.
pour 2023. Un mot, Maître Patrick Bon, Laurent, on alors, commence avec vous. un mot, c'est pas la fin des mots. Que la justice règne. À vous aussi, M. Achille Larac, un mot. Que la cohérence revienne. Un mot, professeur Joseph Harold-Pierre. Je continuerai ma lutte pour l'émergence d'une nouvelle opinion publique en Haïti. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous rappelons à l'auditoire de Métropole que cette émission de rétrospective que nous appelons Bilan et Perspective 2022-2023 donc, est rendue possible grâce à ses participants, à ses panélistes, mais grâce à vous et surtout qui avez suivi cette émission. Nous avons reçu aujourd'hui 3 grandes personnalités. Il s'agit d'abord du professeur Joseph Harold-Pierre, qui est politologue, expert en relations internationales avec une formation aussi en économie, en tout cas expert en relations internationales et économie. Merci à vous, monsieur, et donc professeur Joseph Harold-Pierre. Merci beaucoup à monsieur Achille Larac, qui est homme d'affaires et qui est aussi membre de l'association Citoyens Je m'engage et l'association militaire. Merci à vous d'avoir été disponible pour Radio et Télévision Métropole pour l'auditoire. Et vous, Maître Patrick Laurent, merci à vous, cher maître, d'avoir été avec nous. Donc, depuis les années précédentes, mais tout au cours de cette année 2022, et merci de ce début que vous faites avec nous, messieurs, donc début de 2023. Merci à toute la coordination de cette émission. Donc, rétrospective, émission 2022-2023, en tout cas, bilan et perspective 2022-2023. Merci. Nous vous rappelons que cette équipe de coordination est dirigée par une femme que nous saluons très cordialement pour son dynamisme et sa disponibilité. 2023 commence et à vous, au nom de Métropole, nous formulons les vœux les meilleurs. Courage et puis santé, prospérité, mais surtout à tout le pays, nous souhaitons sécurité et responsabilité. Je suis Jean-Jules Desaugustes.